Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire sur l'énergie éolienne. Donc, ces webinaires qui sont organisés par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie sont organisés là, depuis le début janvier. Je me présente, Julie Poulin, je suis directrice du développement de l'électricité renouvelable. Et je vous invite, là, si vous avez des questions, à les inscrire dans le QR qui est dans le haut de l'écran. Puis à la fin de la présentation, si le temps le permet, on va poser les questions à nos conférenciers, les questions qui se rapportent à eux. Puis les questions qui ne se rapportent pas à la présentation d'aujourd'hui, vous pouvez aussi les inscrire, puis on va répondre à toutes les questions là, sur notre site Internet. Donc, aujourd'hui, je souhaite la bienvenue à Stéphanie Potvin et à Mathieu Gauthier, donc, qui font partie de l'INSPQ. Donc, l'INSPQ, c'est l'Institut national de santé publique du Québec. C'est un centre québécois d'expertise et de référence en matière de santé publique. En 2022, le ministère de la Santé publique et des Services sociaux a mandaté l'Institut pour actualiser des connaissances au sujet des répercussions potentielles des éoliennes sur la santé de la population. Donc, afin de vous en présenter les messages clés, aujourd'hui est le deuxième webinaire sur le suivi là, de ce rapport-là. Donc, aujourd'hui, on a Stéphanie Potvin, qui est conseillère scientifique, et Mathieu Gauthier, qui est conseiller scientifique spécialisé, les deux de l'Institut national de la santé publique. Donc, aujourd'hui, la conférence en ligne portera sur le bruit des éoliennes et ses effets sur la santé pour les populations riveraines. Les animateurs aborderont les recommandations des grands organismes de santé relativement au bruit des éoliennes, les constats tirés de l'analyse et de la littérature scientifique quant à l'association potentielle entre le bruit des éoliennes et les divers troubles de santé. Puis enfin, les facteurs acoustiques propres au bruit des éoliennes ou non acoustiques, personnels, sociaux ou autres, qui peuvent contribuer au dérangement. Donc, Stéphanie, Mathieu, je vous cède la parole. Oui, merci beaucoup. Donc, j'y vais avec le partage. Vous le voyez bien? Oui. Parfait. Merci beaucoup. Et donc, bonjour à tous. Mathieu et moi, là, on est très heureux de prendre part à cette série de webinaires aujourd'hui pour vous présenter les résultats de nos récents travaux là, sur le bruit des éoliennes et la santé. Donc, avant toute chose, là, on déclare n'avoir aucun conflit d'intérêt en lien avec l'industrie de l'énergie éolienne. Comme le disait Mme Poulin, l'Institut, c'est un centre de référence en santé publique qui a pour mission la protection de la santé de la population humaine. Et c'est pourquoi là, on a été mandaté par le ministère de la Santé et des Services sociaux pour actualiser l'état des connaissances sur la question suivante. Donc, quels sont les effets sur la santé du bruit des éoliennes? Donc, pour y arriver, là, on a passé en revue la littérature scientifique afin de retenir les études les plus pertinentes sur la base de différents critères là, de sélection et de qualité. Tout ça dans le but de formuler une réponse là, aussi nuancée que possible. Donc, nos travaux là, ont mené à différentes publications, notamment 2 états des connaissances ou revues de la littérature, là, une fiche synthèse, puis une page web, que je vous invite d'ailleurs à consulter. Donc, dans ces travaux-là, on s'intéresse surtout à la phase d'exploitation des parcs éoliens. Donc, lors de cette phase-là, le bruit des éoliennes est essentiellement de nature aérodynamique, c'est-à-dire qu'il est dû aux pales, au mouvement des pales là, dans l'air, puis à leur passage devant le mât. Bon, évidemment, les phases de conclusion et de démantèlement là, peuvent aussi représenter des enjeux de bruit, notamment en raison des chantiers de construction puis de la circulation routière qui peuvent occasionner. Mais ces phases-là ne font pas partie là, de la présente présentation. Donc, dans la littérature scientifique, là, les niveaux de bruit des éoliennes qui sont mesurés et auxquels une population est exposée là, sont souvent regroupés dans les catégories de bruit que vous voyez juste ici et vont jusqu'à 45-46 décibels. C'est rare que les niveaux d'exposition sont plus élevés que ça, du moins dans les études épidémiologiques. Donc, le bruit diminue avec la distance, comme on peut voir juste ici. Donc, si on se trouve plus près d'une éolienne, évidemment, on risque d'être davantage exposé, alors que si on se trouve un peu plus loin, comme pour la maison B, par exemple, on risque d'être moins exposé.
Donc, le bruit décroît. Donc, au sujet là, de cette relation-là entre distance et niveau de bruit, on entend souvent qu'à 500 mètres d'une éolienne, le bruit produit est d'environ 40 décibels. Par contre, l'enjeu là, avec cette affirmation-là, c'est qu'elle ne fait pas mention des autres facteurs qui peuvent venir moduler là, cette relation-là entre distance et niveau de bruit. Donc, d'autres facteurs comme la puissance électrique ou encore la hauteur des égouts. Donc, comme on peut le voir ici. Donc, en vérité, là, cette affirmation-là concerne essentiellement les éoliennes dont la puissance là, est entre 660 kW et 2 MW. Bon, aujourd'hui, on sait qu'avec les innovations technologiques, les éoliennes sont souvent plus puissantes et plus hautes. Donc, on est davantage autour de 2 à 4 MW et elles peuvent parfois atteindre le 200 mètres en considérant le mât et les pales. Donc, évidemment, l'augmentation de la puissance puis de la taille des éoliennes peut entraîner là, une certaine augmentation du niveau de bruit. D'ailleurs, ce ne sont pas les deux seuls facteurs qui ont une influence sur le niveau de bruit. En fait, là, il y a plusieurs autres facteurs qui peuvent influencer le niveau de bruit auquel sont exposés les riverains. Donc, je vous en présente ici là, une liste non exhaustive. Là. On a déjà évoqué la distance entre éoliennes et riverains, certaines caractéristiques des éoliennes également, là, notamment puissance électrique et hauteur, mais il faut aussi mentionner le nombre d'éoliennes, leur disposition, et il ne faut pas oublier qu'il peut y avoir une certaine variation là, du niveau de bruit émis d'une éolienne à l'autre. Ensuite de ça, les conditions météorologiques peuvent jouer un rôle, donc température de l'air, humidité, vitesse et direction du vent. Puis certaines caractéristiques du terrain, là, donc topographie, présence d'obstacles. Donc, ça fait plusieurs facteurs à prendre en considération. Ce qui fait que établir une distance fixe là, uniforme pour tous les projets éoliens, ce n'est pas nécessairement recommandé, là, puisque cette distance-là pourrait parfois être inutilement trop grande ou insuffisante selon les caractéristiques du projet. Donc, c'est pour ça là, que dans nos travaux, là, puis c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, on s'intéresse davantage au niveau de bruit auquel sont réellement exposés les riverains. Donc, utiliser un critère de niveau de bruit plutôt que de distance, ça permet de s'affranchir là, de ces différentes variations-là qui peuvent exister, là, les différentes caractéristiques des différents projets éoliens. Donc, maintenant qu'on a abordé les facteurs de propagation du bruit, quels sont les effets potentiels sur la santé et à partir de quel niveau de bruit est-ce que ces effets-là se manifestent? Bon, d'abord, il faut dire qu'il n'y a pas de risque pour la santé auditive des populations riveraines, donc pas de fatigue auditive, pas de perte auditive pour les niveaux d'exposition qui ont été trouvés là, dans la littérature. En fait, les principaux effets sur la santé concernent essentiellement le dérangement et dans une moindre mesure là, les perturbations du sommeil. Là. On aura l'occasion d'y revenir. Donc, il va surtout être question de ces deux effets sur la santé aujourd'hui. Il faut dire tout de même qu'il y a d'autres études qui se sont intéressées à d'autres effets santé, comme la qualité de vie, les effets cardiovasculaires ou encore les issues défavorables de grossesse. Mais ces études-là rapportent généralement une absence d'association, donc pas d'effet démontré. Donc, concernant le bruit des éoliennes, l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, a seulement pu émettre une recommandation conditionnelle basée sur l'effet à la santé qui est le dérangement, puisque les preuves associées à d'autres effets santé étaient soit trop faibles ou absentes. Donc, selon cette recommandation-là, un niveau d'exposition de 45 décibels, donc un niveau qui est audible, qu'on peut entendre, permettrait là, de limiter à 10% la proportion de personnes qui se disent fortement dérangées par le bruit. Mais il ne faut pas oublier que la qualité de cette preuve-là demeure tout de même faible. Donc, autrement dit, le respect de cette recommandation-là ne signifie pas nécessairement là, que le bruit va être inaudible. En fait, comme je disais, à ce niveau-là, le bruit pourrait être audible. Mais il faut garder en tête que entendre un bruit, c'est pas suffisant pour causer du dérangement. Là. Donc, qu'est-ce que le dérangement, sachant ça? En fait, le dérangement, c'est un issue de santé, ce qui est reconnu par l'OMS et qui repose généralement là, sur trois choses. D'abord, des perturbations répétées, des perturbations des activités du quotidien qui, elles, mènent à une réaction négative au plan cognitif et émotionnel chez les personnes exposées.
Donc, le dérangement là, se mesure généralement à l'aide de questionnaires socio-acoustiques. Par exemple, la norme ISO, le 15666, propose une méthode d'évaluation standardisée du dérangement, qui d'ailleurs est souvent utilisée là, dans la littérature scientifique. Donc, à l'instar de l'OMS, nos travaux montrent qu'il existe une association entre le niveau d'exposition au bruit des éoliennes et le fort dérangement. Par contre, il y a aussi une grande variabilité là, dans la proportion de personnes fortement dérangées d'une population à l'autre. Donc, comme le montre le tableau là, juste ici, le niveau d'exposition au bruit des éoliennes à partir duquel le critère de 10% de personnes fortement dérangées est atteint varie là, entre 39 et 47 décibels. Donc, pour mieux illustrer là, cette variation-là, je vous présente ici un exemple sous forme de graphique qui montre, encore une fois, la proportion de personnes fortement dérangées, mais cette fois-ci pour deux provinces canadiennes, donc l'Ontario et l'île du Prince-Édouard. Donc, on peut voir là, que dans les deux cas, la proportion de personnes fortement dérangées tend à augmenter avec le niveau de bruit. Mais cette progression-là varie là, pour chacune des deux cas, ce qui fait que le seuil de 10% de personnes fortement dérangées, qui est ici représentée par la ligne rouge, là, est atteint dès 40 décibels pour l'Ontario et seulement vers 47 décibels pour l'île du Prince-Édouard. Donc, on est autour de la recommandation de l'OMS du 45, mais on n'est pas toujours le pile dessus. Là. Voilà. Donc, jusqu'à maintenant, il y a beaucoup été question de niveau de bruit, donc d'intensité du bruit, mais il n'y a pas que le niveau de bruit là, qui peut avoir un impact sur le dérangement. En fait, il y a d'autres facteurs acoustiques comme les fréquences de ce bruit-là. Puis, pour nous en parler, là, je vais laisser la parole à mon collègue Mathieu. Oui, merci Stéphanie. Donc, comme Stéphanie le mentionnait, le niveau sonore est associé à la proportion de personnes qui vont dire être dérangées, mais ça ne dit pas tout le niveau sonore. Puis l'association est somme toute relativement faible. Il y a d'autres caractéristiques du son qui peuvent influencer le dérangement. Dans le cas des éoliennes, on suspecte que notamment la fréquence pourrait jouer un rôle. Pour d'autres sources, je vous ai mis d'autres exemples ici là, de caractéristiques du bruit qui influencent parfois le niveau de dérangement qui est rapporté. Donc, on voit à droite une figure qui a été prise, des données acoustiques qui ont été prises à une résidence qui est à environ 3 km de l'éolienne la plus près, qui montre pour chaque fréquence qui était présente dans le bruit de l'éolienne à cet endroit-là, le niveau sonore, donc l'intensité, le volume du bruit qui est à cette fréquence très précise-là. Donc, à gauche, on voit entre 0 et 20 Hertz, la partie d'infrason. Donc, on voit quelques pics autour un peu en bas de 2 jusqu'à peut-être 8 Hertz. Donc, il y a une grande proportion. On voit que ces niveaux-là sont plus élevés que pour toutes les autres fréquences qui sont là dans le bruit à cet endroit-là. Si on continue, puis on est plus dans le milieu du graphique, on voit entre 20 et 200 Hertz, qu'on appelle les basses fréquences, donc les bruits qui sont graves. Encore là, la proportion est plus élevée des basses fréquences. Il y en a un peu moins que les infrasons, mais il y en a plus que les fréquences plus élevées. Puis au fur et à mesure qu'on continue à droite, maintenant on tombe dans les fréquences un peu plus aiguës, puis on voit que le niveau sonore continue à descendre. Puis ça se fait que là, évidemment, ça varie d'une éolienne à l'autre, d'une situation à l'autre, mais c'est quand même typique du spectre éolien. Fait que donc, si on résume tout ça à la prochaine diapo, on voit que dans le fond, le bruit d'éolien, les éoliennes émettent un bruit qui est particulier. Il y a beaucoup d'infrasons, entre 0 et 20 Hertz. Ça, ce sont des bruits qui, en général, on n'est pas capable d'entendre, sauf si le niveau sonore est très élevé. Puis dans ce cas-ci, en général, dès qu'on s'éloigne un peu de l'éolienne, donc aux résidences typiques, aux distances typiques que sont les résidences, par rapport aux éoliennes, le bruit est généralement largement en dessous du seuil de perception. Donc, pour vous donner une idée, à 20 Hertz, donc à la frontière entre les basses fréquences et les infrasons, c'est en moyenne environ 78 décibels que ça prend pour être capable d'entendre les infrasons, les bruits à cette fréquence-là. Puis ça continue à augmenter, plus la fréquence est petite, plus ça prend un volume qui est élevé pour l'entendre. Il y a aussi beaucoup de basses fréquences, entre 20 et 200 Hertz, puis ça a une conséquence sur le dérangement, parce que c'est souvent des bruits de basse fréquence qui vont être considérés comme plus dérangeants par la population exposée. Une chose que je n'ai pas discutée aussi jusqu'à maintenant, le bruit des éoliennes, il y a parfois une fluctuation du niveau sonore qu'on appelle la modulation de l'amplitude, qui est due au passage des pales devant le mât, donc selon la fréquence à laquelle ça passe devant le mât, le niveau sonore ne sera pas exactement constant, comme si on avait affaire avec un ventilateur industriel, par exemple, qui serait à une certaine distance d'une résidence. Au lieu de ça, on va avoir une certaine fluctuation, le bruit va monter, descendre pour chaque passage de pale
devant le mât. Puis ça, il y a certaines études qui qui donnent des indications que ça pourrait être significativement plus dérangeant d'avoir cette petite variation-là autour d'un bruit moyen plutôt que juste un bruit moyen constant qui est peut-être plus difficile à tolérer pour les gens. Donc, dans l'ensemble, c'est pour ça qu'on s'est intéressé aux études seulement qui regardaient le bruit d'éoliennes réellement sur le terrain, parce que les études qui ont regardé des populations exposées à des vraies éoliennes, bien, il y a ce bruit-là. Donc oui, les basses fréquences contribuent probablement au dérangement. Oui, d'autres caractéristiques des éoliennes contribuent probablement. Ceci dit, une fois qu'on considère le bruit moyen d'une éolienne qui est émis par une éolienne, mais étant donné que les éoliennes émettent toujours beaucoup de basses fréquences, toujours beaucoup d'infrasons, bien, ça nous donne quand même une bonne idée de l'ensemble des caractéristiques de l'éolienne. Ensuite, on entend aussi parfois, si on revient sur le sujet des infrasons, que les infrasons pourraient être à l'origine de différents effets néfastes sur la santé humaine, des acouphènes, du dérangement, des perturbations de sommeil, du maux de tête, ainsi de suite. Il faut faire attention dans ce cas-ci, les symptômes qui sont rapportés par les personnes dans ces témoignages-là sont bien réels, mais c'est leur association aux infrasons qui n'est pas nécessairement démontrée, particulièrement les infrasons émises par les éoliennes. Dans le fond, ce que nous dit la science en ce moment, c'est que l'hypothèse que les infrasons des éoliennes pourraient avoir des effets sur la santé, c'est pas appuyé par des données scientifiques. Il y a quelques rapports anecdotiques, mais dans l'ensemble, les données sont plutôt négatives. Puis, cette association-là entre différents symptômes, il y a quand même beaucoup de symptômes différents qui ont été étudiés de santé physique, psychologique, mais c'est pas associé aux infrasons émises par les éoliennes, pas au niveau sonore, qui sont présents dans l'environnement. L'hypothèse la plus plausible jusqu'à maintenant pour expliquer ces symptômes, ben, c'est qu'ils pourraient avoir d'autres causes, fait que ça pourrait être des causes physiques ou psychologiques associées à la santé des personnes exposées qui a varié par hasard au même moment que l'installation des éoliennes. Ou sinon, ça peut être des causes indirectes ou directes de l'installation d'éoliennes. On peut penser par exemple à un projet d'éolienne qui s'installerait près d'une personne qui deviendrait inquiète pour la valeur de sa propriété suite à l'installation de ce projet-là, mais le stress que ça peut occasionner, sans compter tous les autres impacts qu'il pourrait y avoir du développement éolien, mais ça peut causer des symptômes puis entraîner tout ça qui pourrait être attribué aux infrasons, par exemple. Donc, les symptômes sont réels, mais c'est leur cause qui est plus difficile à attribuer, puis c'est pas supporté par les données scientifiques jusqu'à maintenant, que ce soit les infrasons. Il y a d'autres facteurs que les facteurs acoustiques. Donc là, on a parlé vraiment des propriétés du son qui varient, mais il y a aussi plein d'autres facteurs. Puis ça, c'est vrai pour toutes les autres sources de bruit aussi, que ce soit le bruit routier, le bruit ferroviaire, ainsi de suite. Il y a des facteurs d'ordre personnel, sociaux ou autres qui vont contribuer au dérangement. On se souvient de ce que Stéphanie présentait. Le dérangement, c'est des perturbations donc des activités qui se répètent dans le temps, puis qui causent une réponse émotionnelle et cognitive. Ben, c'est là que ça vient jouer sur comment le même bruit va agir différemment selon les contextes, selon les personnes. Donc, ces bruits-là, pour les éoliennes, ce qu'on a vu, c'est que ça varie d'une communauté à l'autre. Les plus fréquents qu'on a observés dans les études, c'est la sensibilité personnelle au bruit, l'attitude des gens par rapport aux éoliennes, l'impact visuel des éoliennes, puis la réception de bénéfices financiers. Fait que ces impacts-là, leur présence ou non dans une communauté, ou la présence d'autres facteurs, propre à une communauté particulière, va faire en sorte que même si le niveau de bruit est différent ou plus faible par rapport à une autre communauté, mais ils vont peut-être apporter le même niveau de dérangement quand même, parce que les gens vont percevoir ce même son-là ou un niveau sonore plus faible comme étant vraiment plus dérangeant à cause de ces facteurs additionnels. Euh, Ensuite, sur les perturbations du sommeil maintenant, les preuves qu'il y aurait une association entre l'exposition au bruit des éoliennes et les perturbations du sommeil, c'est plutôt limité. Les études qui ont utilisé des indicateurs d'actigraphie, c'est-à-dire où est-ce qu'on essaie de mesurer les mouvements du corps pendant le sommeil, puis d'en déduire plusieurs paramètres là, de la qualité du sommeil, ne montraient pas d'association avec les niveaux sonores. Il y a d'autres études qui ont utilisé des indicateurs autodéclarés où est-ce qu'on demande aux gens comment quelle est la qualité de leur sommeil, puis l'évaluer de différentes manières. Sans montrer des résultats contradictoires, certaines études sont négatives, n'ont pas montré d'effet ou d'association au bruit des éoliennes, d'autres ont montré quelques associations relativement faibles. Dans l'ensemble, c'est pas possible de conclure de manière définitive, ni d'exclure la possibilité qu'il pourrait y avoir un risque pour les niveaux sonores qui sont rencontrés dans les études, là, comme disait Stéphanie, jusqu'à environ 46 décibels. Ceci dit, il n'y a pas énormément de gens dans les études qui sont exposés à un niveau entre 40 et 46 décibels. Donc, c'est des résultats, somme toute, relativement, des preuves qui sont quand même limitées de tout ça. Pour donner une perspective un peu sur tout ça, en 2018, les recommandations de l'OMS n'ont pas émis de recommandations pour le bruit des éoliennes la nuit.
mais on a mis pour d'autres sources de bruit. Pour le bruit routier, par exemple, c'était 46 décibels durant la nuit à l'extérieur, 45, pardon, décibels durant la nuit à l'extérieur, qui était la limite recommandée par l'OMS. Puis en 2009, l'OMS avait aussi mis des recommandations différentes pour le bruit la nuit, qui étaient applicables à toutes les sources de manière générale. Puis c'était 40 décibels la limite qui était recommandée à ce moment-là, qui représente environ le seuil à partir duquel les premiers effets mineurs sur la qualité du sommeil pourraient commencer à apparaître. Donc, ça reste plausible qu'il pourrait y avoir un effet entre 40 et 46, mais c'est aussi plausible qu'il pourrait y avoir peut-être même plus, qu'il pourrait y avoir des effets indirects qui seraient liés au dérangement ou à d'autres facteurs. Puis il y a quelques études qui montraient des associations en ce sens. C'est-à-dire que les gens, une personne par exemple qui habite à proximité d'une éolienne où le bruit est audible, se réveille durant la nuit pour une raison non liée au bruit des éoliennes, puisque le bruit de l'éolienne n'étant pas nécessairement suffisant pour causer un réveil. Mais une fois que la personne qui est dérangée par ce bruit l'entend, mais là, peut-être que ça devient plus difficile de se rendormir, puis que ça peut nuire à la qualité de son sommeil par la suite. Fait que ce genre d'effet indirect-là, où est-ce que c'est pas le niveau sonore en soi qui est la cause euh, de l'effet sur la santé, de la perturbation du sommeil, mais qui globalement fait partie des effets, le projet éolien fait quand même partie de la chaîne causale vers la perturbation du sommeil. Mais tout ça reste à explorer davantage là, pour avoir plus de données, même si c'est de nouveaux sonores qui sont relativement faibles, un effet pourrait être possible. Ensuite, ben, si on résume un peu tout ça, là, puisqu'on aimerait que vous reteniez aujourd'hui, le principal effet du bruit des éoliennes sur la santé, c'est le dérangement. C'est une source de nuisance qui peut être vécue de manière différente selon les personnes, évidemment, mais c'est une source qui n'est pas négligeable. Comme le disait Stéphanie, même en respectant la recommandation de l'OMS, sur lequel il y a une certaine incertitude à savoir d'une population à l'autre, quel niveau va être nécessaire pour produire cet effet-là de dérangement. Il y a environ 10% des gens qui vont se dire fortement dérangés à 45 décibels de bruit en utilisant l'indicateur de l'OMS. Donc, c'est pas nécessaire, c'est pas négligeable. Il n'y a pas de distance séparatrice uniforme pour tous les projets éoliens parce que les niveaux sonores vont varier d'un projet à l'autre selon une foule de paramètres. Puis le dérangement, de toute façon, ne dépend pas uniquement du niveau sonore. Il y a plein d'autres choses qui vont venir influencer cette valeur-là. Plein d'autres facteurs non acoustiques ou non acoustiques qui vont venir influencer, puis qui peuvent varier d'un projet à l'autre, d'une communauté à l'autre. Donc, la distance socialement acceptable, mais elle ne devrait pas uniquement tenir compte du bruit non plus, parce que les effets sur la santé ne se limitent pas qu'au bruit. Il y a des impacts sur le paysage, des impacts psychosociaux, l'exposition aux ondes mouvantes. Donc, tous ces facteurs-là, comme source d'impact possible pour la santé ou avec leur influence avec le bruit, doivent être considérés. Puis enfin, ben, cette distance-là, comme c'est demandé dans les OGAT, devrait être établie en concertation avec le milieu d'accueil. Donc, ça fait le tour de ce qu'on voulait vous présenter. Si vous avez des questions, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Merci beaucoup. On a déjà des questions pour vous, donc je vais passer à la première question. Quand on vit dans un milieu de 30 décibels, puis que les éoliennes là, ils font à peu près 40 décibels la nuit, vous en avez parlé un petit peu là, du fait que c'est en fin de présentation, mais je pose quand même la question des fois que vous auriez quelque chose à ajouter. La personne qui pose la question demande, est-ce que c'est légitime de parler de nuisance? Est-ce légitime de craindre que des perturbations du sommeil et des effets indirects sur la santé là, qui découlent de cette situation? Je peux me lancer, là. Ben, en fait, comme on l'a mentionné, là, c'est que il y a le dérangement peut être causé à la fois, tu sais, par des facteurs acoustiques, des facteurs non acoustiques. Donc c'est difficile de dire, là, tu sais, pour tel niveau, ça dépend vraiment, tu sais, comme du projet, puis du milieu d'insertion. Bon, c'est sûr que ce que nous dit, bon, la science, comme on le disait, c'est que le niveau sonore là, nécessaire pour causer du dérangement peut varier. Quand on prend celui de l'OMS, là, le 45, bien, généralement, ça nous donne un 10% de personnes fortement dérangées, mais après, en fonction des différentes caractéristiques acoustiques et non acoustiques d'un projet, bien, ça peut varier, là. Fait qu'il faut voir selon le cas, là. Oui, puis il faut aussi garder en tête, si je peux rajouter, Stéphanie, Oui. les valeurs qui sont souvent présentées là, dans les documents liés à un projet particulier, c'est généralement les valeurs qui sont censées être maximales.
qui tiennent compte que le bruit émis par toutes les éoliennes d'un projet se propage vers la résidence qui est concernée ou toutes les résidences concernées, ce qui fait en sorte que souvent le bruit peut être un peu plus faible en pratique. Ça prend évidemment des études de validation à la suite pour s'assurer qu'on respecte bien les valeurs auxquelles on s'attendait, mais ça ne veut pas dire qu'il va toujours, dans l'exemple qui est donné, avoir 10 dB de plus que le bruit ambiant. Puis sinon aussi, quand l'éolienne a tendance à émettre au maximum, il peut y avoir un peu plus de vent en général. C'est sûr que le vent est plus élevé à l'éolienne, fait que des fois, il va augmenter suffisamment pour émettre quand même beaucoup de bruit, mais peut-être que la personne dans sa résidence est à un endroit plus calme, fait qu'il y aura moins cet effet de masquage-là. Hein, mais un 40 décibels, le vent dans les feuilles avec une brise moyenne ou élevée, ça va être comparable aussi. Fait qu'on peut pas juste regarder un chiffre et dire, ah, ça va être plus élevé, c'est sûr que ça va me déranger. Non, ça dépend des gens. C'est sûr, si on s'identifie comme une personne plus sensible au bruit, peut-être qu'on peut avoir plus de crainte qu'on va être, nous, personnellement dérangé, mais faut voir l'ensemble du projet puis voir ça va être quoi la réalité en pratique, à quoi ça va ressembler, les niveaux sonores, pour essayer de se faire une meilleure tête à savoir est-ce que ça va nous affecter ou non, ces niveaux sonores-là. Excellent. Merci. Votre analyse se limite-t-elle uniquement au son ou vous avez analysé les autres impacts sur la santé comme la pression de l'air et la proximité des habitations? Comme on le disait, là, nous, on regarde les niveaux sonores en fonction des effets sur la santé. Donc, pour la deuxième partie de la question, là, est-ce qu'on a regardé les niveaux sonores, puis en fonction des résidences, oui, là, des effets à la santé. Euh, Par contre, tu sais, nous, on est conseiller et conseillère scientifique sur le bruit, on est spécialiste du bruit, donc tout ce qui est effet, qualité de l'air et tout, là, ça relève moins de notre expertise. Parfait. Est-ce que le temps d'exposition est pris en considération dans les études là, les données que vous nous rapportez là, tu sais, par rapport à une personne qui est exposée, supposons 24 heures sur 24 versus une personne qui est exposée 8 heures par jour pendant son travail, est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez documenté? Oui, il faut dire que le dérangement, là, comme je le disais, tu sais, qui est évalué à l'aide de questionnaires sociaux acoustiques, prévoit là, en fait de la façon dont ça fonctionne, c'est qu'il y a différentes questions, puis il y a des choix de réponses. Souvent, dans les questions, en fait, de la manière que la question est posée, c'est la durée d'exposition est considéré, là. C'est-à-dire qu'on demande souvent aux gens, en pensant à la dernière année où vous avez été exposé, à quel degré le bruit de X, Y, Z, là, dans notre cas ici, c'est le bruit des éoliennes, vous a dérangé. Donc, c'est vraiment sur une durée de 1 an, constamment, là, avec euh, oui, comme si les éoliennes fonctionnaient 24 heures sur 24, là, par exemple. Donc, c'est comme ça qu'on formule la question pour demander aux gens le degré de dérangement, leur niveau de dérangement. Donc, oui, c'est considéré dans les études, euh, dans les formulaires, en fait, les questionnaires sociaux acoustiques. Puis, si je peux ajouter quelque chose, là, tu sais, le fort dérangement, le 10% de fort dérangement, c'est généralement les choix de réponse là, qui sont les plus élevés. Là. C'est-à-dire que souvent, on a parmi les choix de réponse, pas du tout légèrement, modéré, beaucoup et extrêmement. Puis pour retenir le fort dérangement, on va reprendre seulement les deux dernières catégories, là, beaucoup et extrêmement dérangé. Donc, c'est juste pour vous donner tu sais, une idée de comment est mesuré le dérangement. Parfait. Question suivante. Quelqu'un qui voudrait revenir sur l'effet des infrasons, là, tu sais, avec le lien, avec les symptômes ressentis avec les personnes. Là, il vous demande est-ce que ça serait plus d'origine psychosomatique, là. Je ne sais pas comment le formuler autrement, mais peut-être revenir sur le lien entre les infrasons puis les symptômes ressentis par les personnes qui disent les ressentir. Oui. Mais ça reste plus compliqué que ça. En vrai, si une personne a des symptômes, ben, il faut que cette personne-là juge si elle a besoin d'aide médicale ou non, puis consulter un médecin pour voir évaluer ses symptômes et tout, là. Mais ce qu'on trouve dans les études, c'est il pourrait y avoir, euh, euh, dans le fond, l'origine des symptômes est plus ou moins importante. Dans le fond, ce que les études ont fait, c'est voir, OK, les gens rapportent des symptômes, c'est quoi leur niveau d'exposition? Puis faire ça pour tout le monde dans une région, sur plusieurs études, puis voir est-ce qu'il y a une association entre le niveau à quel point
les gens sont exposés, puis la fréquence ou l'intensité des symptômes ou la nature des symptômes. Puis les gens ne trouvent pas d'association. Il n'y a pas de lien entre le niveau d'infrason des éoliennes où est-ce qu'ils habitent, puis les effets sur la santé qui sont rapportés en moyenne sur une population. Ceci dit, il peut y avoir des effets psychologiques aussi, ça c'est démontré dans le cas des éoliennes, puis dans le cas de plein d'autres sources ou inquiétudes qu'on peut avoir sur la santé, qu'un effet nocebo qu'on appelle, ou est-ce que la crainte, un peu par opposition à un effet placebo, là, la crainte que quelque chose puisse nuire à notre santé est suffisante pour générer des vrais impacts sur la santé. Si je donne un exemple pour illustrer, là, qui avait été fait dans le cas des radiofréquences, on mettait des gens dans un laboratoire devant un ordinateur portable, puis on leur installait une antenne autour de la tête avec un bandeau, puis on leur disait, écrivez comment vous vous sentez, on va vous exposer ou non dans les prochaines 20 minutes. Puis là, les gens se mettaient exposés, il y avait une lumière orange qui se mettait à clignoter devant eux. Puis, il y avait une différence selon si on avait demandé aux gens juste avant de lire un article qui parle de radiofréquence de manière générale, mais qui est très rassurant, ou un article qui disait que c'est très dangereux, puis qu'il y a beaucoup de scientifiques qui s'inquiètent pour les effets à long terme des radiofréquences. Les gens qui avaient lu cet article-là, naturellement, étaient plus inquiets puis rapportaient plus de symptômes liés à leur exposition aux radiofréquences. Donc, c'est la même chose pour les infrasons des éoliennes. Les gens qui s'informent à des endroits où est-ce que l'inquiétude par rapport aux infrasons est placée comme étant légitime et plus importante, ont tendance à rapporter plus de symptômes s'ils pensent être exposés par la suite. Mais ce n'est pas une conséquence de l'exposition directement, c'est une conséquence de la croyance au fait d'être exposé, puisque les symptômes sont présents, que les gens soient exposés ou non dans ce type d'expérience-là. Donc oui, dans ces cas-là, il peut y avoir une sorte d'effet comme ça, mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas non plus y avoir d'effets d'infrason qu'on ne connaît pas jusqu'à maintenant, qui agiraient par un mécanisme nouveau qu'on ne connaît pas du corps humain pour la détection en dessous des seuils de ce que notre oreille peut faire. C'est toujours possible aussi, mais s'il n'y a pas de preuves pour appuyer une hypothèse comme ça jusqu'à maintenant. Et merci. J'imagine que c'est ça, c'est difficile à identifier vu qu'il y a très peu de personnes qui ressentent des infrasons, puis que, tu sais, pas, qu'il faut que cette personne-là qui ressent des infrasons vive proche des éoliennes, puis que ce soit documenté, ça doit être difficile de tirer des données pour Il y a pouvoir eu mieux quelques comprendre. études quand même, mais c'est que les infrasons aussi, il faut dire, sont présentes partout dans l'environnement. Juste le vent va générer les infrasons, les marées, l'océan, les vagues sur l'océan. Il y a le OK. bruit routier en tant que tel peut générer des infrasons, les appareils ménagers, certains appareils aussi. OK, c'est vraiment Donc, il peut pas en juste associé aux milieu. éoliennes. OK. Non, c'est ça. Même en milieu rural, en Hmm. milieu urbain, dépendant des conditions météo, on va retrouver des niveaux d'infrason qui sont relativement similaires à ceux générés par les éoliennes. Évidemment, ils n'ont pas les mêmes caractéristiques identiques spectrales d'intensité en fonction de la fréquence. C'est des sources qui sont peut-être un peu plus larges, mais il y a beaucoup de sources naturelles ou humaines d'infrasons, même le fait de marcher, le fait de courir, le fait de se déplacer de faire de la balançoire va générer un changement de pression au niveau de l'oreille qui va être plus élevé que ce à quoi les gens sont exposés à proximité des éoliennes, là. Puis quand je dis proximité, on parle de plusieurs centaines de mètres en général pour les résidences, là. Fait que oui, il y a comme cette hypothèse-là qui est lancée, mais qui n'est pas nécessairement appuyée. Puis d'un autre côté, la plausibilité de cette hypothèse-là, évidemment, c'est pas zéro, mais ça reste pas très élevé non plus de dire, ah oui, ça générerait plus d'effets que toutes les autres sources dans l'environnement, ça serait vraiment juste sur les éoliennes. Par rapport à tout l'ensemble des conséquences que peut avoir un projet éolien, par exemple, hein, parce que oui, c'est vrai pour tous les projets aussi, là, mais quand il y a une nouvelle grosse infrastructure énergétique qui s'installe quelque part, mais il va y avoir des conséquences à ça. Il va y avoir de la circulation, des bruits de construction, et il va peut-être y avoir des changements pour les milieux biologiques, là, toutes des choses que je connais pas nécessairement, mais ces conséquences-là sont bien réelles, puis ça peut mener à des inquiétudes ou des effets sur la santé de la population, peu importe la nature du projet. Donc euh, ça reste plus plausible que ce soit ces effets-là autres qui causent les symptômes qui sont rapportés que ce soit les infrasons en soi. Parfait. Je vais y aller avec une dernière question. Les études sur le sommeil sont faites avec des éoliennes de quelle puissance? Les, les études, c'était, j'oublie le chiffre maintenant, ça doit être autour de 2 mégawatts, si j'avais à dire, plus ou moins 1 mégawatt. Fait que c'est des éoliennes
de la puissance typique qu'on retrouvait dans les dernières années. Il faut comprendre que le temps de financer une étude, de la mener, il peut s'écouler quand même quelques années, le temps de faire l'analyse, de publier, ça fait quand même un grand laps de temps, fait qu'il y a toujours un certain décalage. Ceci dit, c'est basé sur les niveaux sonores aux résidences. Fait que oui, les éoliennes qui ont tendance à avoir une plus grande taille, une plus grande puissance émettent un peu plus, quoique les différences technologiques peuvent faire en sorte qu'une éolienne plus puissante va quand même émettre moins que plus puissante électriquement pourrait émettre moins qu'une éolienne qui est moins puissante, si elle a une technologie qui fait en sorte de limiter le bruit. Dans le fond, ce qui nous intéresse, c'est quoi le niveau sonore à l'extérieur de la chambre à coucher de la résidence. Puis ça, peu importe la taille de l'éolienne, s'ils sont plus grosses, peut-être qu'il y a un petit peu plus de basse fréquence puis d'infrasons, mais c'est pas non plus une différence tellement grande qu'on ne peut pas étendre un peu cette conclusion-là sur des éoliennes un peu plus grosses. Évidemment, plus la technologie d'éolienne va évoluer dans le temps, on ne peut pas dire qu'une éolienne de 15 ou 20 mégawatts, par exemple, aurait exactement les mêmes conséquences qu'une de 2. Là, à un moment donné, il faut s'assurer, il faut vérifier le profil, analyser la chose pour savoir est-ce qu'il y aurait vraiment quelque chose qui a changé par rapport à la forme du spectre dont je vous parlais tout à l'heure, qui dit, il y a beaucoup d'infrasons, des basses fréquences, puis un peu moins du reste. Mais dans la mesure où on s'intéresse au niveau sonore en soi, ça va nous informer sur l'ensemble des caractéristiques du bruit des éoliennes parce qu'il y a un profil d'émission qui est très particulier, qui est propre au bruit des éoliennes. C'est vraiment intéressant. Merci beaucoup. Ça fait le tour pour la présentation d'aujourd'hui. Donc, excusez-moi, je n'ai pas sous les yeux là, la prochaine conférence, mais je pense que c'est la semaine prochaine. Juste désolée, je n'avais pas. Oui, la semaine prochaine, le 8 avril, on a un autre webinaire là, qui va se poursuivre sur cette série-là. Donc, merci beaucoup à tous et bon dîner. Au revoir.